Bonjour à tous. Pour débuter cette journée, on va le faire à travers le prisme de l'actualité institutionnelle qui, comme le président l'a rappelé, est très dense. Autour de la question centrale quand on parle d'IA responsable, c'est le partage de la valeur. On est vraiment entré dans il y a eu un vrai changement d'échelle avec l'irruption de l'IA générative. Un certain nombre de décideurs publics se sont saisis de ces questions. Gaëtan Bruel l'a rappelé. Le CSPLA a mené de nombreux travaux et conduit d'autres missions. En ce moment, la Commission Culture du Sénat a mené une mission d'information et un cycle de concertation a été lancé par les ministères du numérique et de la culture avec les ayants droit et des représentants du secteur de la tech. Il est ouvert jusqu'en novembre. Pour évoquer ces nombreux travaux, nous avons avec nous aujourd'hui Alexandra Bensamoun, professeure de droit spécialiste en IP, en IT et en intelligence artificielle, qui a conduit plusieurs missions pour le CSPLA, notamment le volet juridique de la mission relative à la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'IA. Joël Farchi, qui est professeur spécialiste des industries culturelles et numériques, et qui a aussi travaillé, entre autres, sur cette mission sur la rémunération pour le volet économique. Et Maxime Boutron, qui est maître des requêtes au Conseil d'État et qui copilote le cycle de concertation qui a été lancé en juin. Le vice-président du Sénat, Pierre Ouzoulias, devait être avec nous et malheureusement n'a pas pu l'être, ce qui n'empêchera pas qu'on évoque cette mission sénatoriale et ses recommandations. En guise d'introduction, pour ouvrir un peu le sujet, Alexandra et Joël, comment on peut lister les défis vraiment spécifiques que soulève l'irruption de l'IA générative dans le secteur de la création par rapport à d'autres secteurs? Oui, bonjour. Je crois que ce qui fait la différence, c'est pas forcément un changement d'échelle, c'est que l'IA est à la fois un outil, on l'a rappelé tout à l'heure, et un concurrent. C'est-à-dire que l'IA, elle se nourrit d'œuvres humaines et elle produit ce qu'on a appelé dans le rapport des quasi-œuvres, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi des œuvres synthétiques. Alors évidemment, on peut imaginer que dans un monde un peu dystopique, on n'ait plus besoin d'œuvres humaines et que finalement des œuvres synthétiques alimentent d'autres œuvres synthétiques, etc. Ça poserait un double problème, un problème culturel et un problème sur les modèles. Le problème culturel, c'est qu'évidemment, la culture s'est toujours alimentée de disruptions, a toujours vécu par des disruptions et que les disruptions, elles ne se font pas avec de l'IA. Et puis la deuxième chose, c'est que ça a été évoqué tout à l'heure, c'est ce qu'on a appelé dans le rapport la maladie de l'œuvre folle, en référence à la maladie de la vache folle, c'est la dégénérescence des modèles, c'est-à-dire que les modèles, ils ont besoin à un moment donné de s'alimenter par de la nouveauté. Et si on les alimente que par des contenus synthétiques, ça finit par créer des œuvres qui se ressemblent. Mais alors attention, il faut quand même nuancer cette histoire de dégénérescence, parce que la dégénérescence, c'est un processus à très long terme. Et évidemment, si on attend que les modèles d'IA dégénèrent, tous les créateurs seront morts entre-temps. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un aspect court terme et un aspect long terme. À long terme, c'est vrai que ça posera un problème au modèle d'IA, mais pour l'instant, je compare souvent ça à ce qui se fait justement à ce qui se passe dans l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a une certaine myopie des acteurs qui fait que chacun continue à faire comme si ça n'allait pas poser un gros problème à long terme. Voilà en gros donc Alexandra, je te laisse compléter. Oui, je ne vais pas dire beaucoup de choses différentes. C'est des choses qu'on a notées. Alors, si on veut traduire un peu juridiquement, on va dire que il y a un problème de concurrence et de parasitisme, c'est-à-dire que vous avez des outils qui se nourrissent d'œuvres humaines et qui vont en sortie produire des réalisations, j'aime pas dire des œuvres, des réalisations qui pourraient faire concurrence ou qui pourraient parasiter la création humaine. Donc il y a ce premier enjeu de concurrence ou de parasitisme. Et puis, comme l'a dit Joël, il y a aussi un enjeu on va dire de déshumanisation de la culture, de désintermédiation aussi des acteurs culturels. On le voit notamment avec les moteurs de recherche qui deviennent des moteurs de réponse et qui vont donc désintermédier une grande partie des acteurs culturels. Donc voilà, un enjeu, on va dire, de concurrence
C'est le premier enjeu. Et puis peut-être un enjeu aussi de souveraineté, parce qu'on a un modèle qui est normatif, qui est contesté ou contestable, peu importe, mais c'est notre modèle, sont nos valeurs. Et puis on a un modèle culturel qui est très très fort en Europe, mais surtout en France. Et je crois qu'il est temps de ne pas renoncer à nos différents modèles, parce que la concurrence qui s'exerce, certes, c'est une concurrence économique, mais c'est aussi une concurrence normative. On est aussi dans un cadre de soft power où on doit imposer un modèle entre le modèle américain, qui est très clairement dérégulatoire en ce moment et qui prône plutôt une dérégulation de l'intelligence artificielle, le modèle chinois qui est plutôt dans une régulation plus stricte, mais parce que l'outil peut servir aussi d'outil politique. Eh bien, il y a un modèle européen, et peut-être que ce modèle européen, il faut le faire vivre, il faut le soutenir un petit peu. Et pour l'instant, ce qui peut soutenir ce modèle européen dans les faits de législation, c'est le règlement européen sur l'IA qui a été définitivement adopté en juin 2024, mais dont la mise en œuvre sur les modèles d'usage général a débuté en août dernier. Le RIA, je le rappelle brièvement, censé supposer réguler les modèles d'IA en créant une obligation de transparence sur les données d'entraînement et avec une obligation de respect de la législation européenne sur le droit d'auteur, ce qui inclut une clause d'opt-out, c'est-à-dire la possibilité pour les créateurs de s'opposer à l'utilisation de leur contenu. Donc, très concrètement, aujourd'hui, Alexandra, comment fonctionne le RIA en Europe, si on est créateur, comment ça se passe aujourd'hui? Déjà, il faut rappeler que le RIA, ce n'est pas un texte de droit d'auteur, mais absolument pas. C'est un texte horizontal, transversal, qui vise à réguler l'IA dans son versant amont, c'est-à-dire avant la mise sur le marché. Donc on est dans une philosophie un peu de compliance, donc de responsabilisation des acteurs et de mise en conformité de l'outil avant sa mise sur le marché. Puis ensuite, il y a des obligations de suivi. Et ça, conformément un petit peu au risque que présente l'usage de l'IA. Donc on a appelé ça de manière un peu pédagogique, même si c'est pas tout à fait exact, une pyramide des risques. Plus le risque présenté par l'usage est important, plus l'étreinte normative est forte. Ça, c'est le modèle général du RIA. Et puis, en cours de discussion du règlement, est apparue une des solutions, vous le savez, sur le marché, mise à la disposition du public, une IA générative, qui a tout d'un coup révélé un autre versant de l'intelligence artificielle, celui de l'IA générative, entre guillemets créative, j'aime pas ce mot, génératrice, on va dire génératrice. Et c'est là que, une fois passé les mois du test, tout le monde s'est demandé comment ça fonctionnait. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne sur la méthode qu'on appelle connexionniste en intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va donner à la machine des contenus et la machine va apprendre de ces contenus. C'est fondé sur l'expérience, donc ce sont des modèles qui sont probabilistes, qui ne sont pas du tout déterministes. Et à partir de là, on s'est rendu compte que les contenus qui avaient été utilisés, c'était aussi des contenus culturels, des contenus sous droit. Et c'est là qu'a commencé la discussion et la mobilisation aussi des titulaires de droit, qui a été très forte au niveau européen pour faire imposer un respect du droit d'auteur. Ça s'est traduit dans la douleur. Tout le monde se souvient du dernier trilogue par une nuit de décembre, une nuit froide d'ailleurs. Et ça s'est soldé par deux obligations, vous les avez rappelées. La première obligation, c'est une obligation de mettre en place les mesures pour respecter le droit d'auteur. Donc c'est comme une espèce d'obligation de conformité by design, un peu comme on a pour le RGPD. Donc les fournisseurs d'IA doivent se mettre en conformité avec le droit d'auteur et donc notamment respecter l'opt-out si l'exception fouille de texte et de données s'applique, ce dont certains doutent.
mais en tout cas, c'est ce que dit le règlement européen. Ça, c'est la première obligation. Puis la deuxième obligation, c'est une obligation de transparence qui s'est traduite, et là vous allez voir comment le lobbying s'est exercé, parce que l'expression même montre la force du lobbying qui peut s'exercer au niveau européen. Vous avez une expression qui est tout simplement un oxymore, c'est-à-dire on vous dit qu'il faut un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés. Un résumé suffisamment détaillé. Alors... suffisamment vague pour ouvrir toutes les portes. Exactement, suffisamment pour poser des difficultés d'interprétation. Ce résumé, cette obligation de résumé suffisamment détaillé, ça avait fait l'objet d'un premier rapport CSPLA, où au CSPLA, on avait proposé un modèle qui pourrait convenir et qui pourrait répondre à la requête du règlement. Dans un des considérants, on trouve que ce résumé suffisamment détaillé, cette obligation de transparence, doit aider les titulaires de droit à exercer leurs droits, puisqu'il y a un problème d'effectivité ici du droit. On n'a pas forcément parfaitement inspiré les autorités européennes, puisqu'il y a désormais un modèle de transparence qui a été adopté par l'IA Office, le Bureau de l'intelligence artificielle, qui est un organe qui a été créé par le RIA. Et ce modèle de transparence, on va dire, est contesté par les titulaires de droit qui trouvent qu'il est insuffisamment complet pour leur permettre d'exercer leurs droits. Donc, en résumé, ça ne fonctionne pas très bien pour l'instant. Disons que tout reste à faire. Il y a des difficultés. Donc vous l'avez rappelé, dans les risques et les enjeux, il y a ce côté, ce risque de souveraineté culturelle s'il n'y a plus de représentation européenne disponible, on va dire, pour l'entraînement des machines. Et à côté de ça, cette dégénérescence des modèles potentiels. Joël Farchi, comment est-ce que vous pourriez expliquer dans ce cas-là quels intérêts communs les acteurs de la tech d'un côté et les créateurs auraient à travailler ensemble pour construire des solutions pour que justement tout fonctionne autour de ce partenariat? L'intérêt commun, il est qu'effectivement les modèles d'IA ont besoin de données et les gens de la culture vont de plus en plus avoir besoin de l'IA, parce que l'IA va devenir un outil qui va se généraliser. C'est-à-dire que le pari que je fais, c'est que l'IA, ça sera comme l'Internet dans 20 ans. C'est-à-dire que ça sera un outil que tout le monde utilisera ou presque. Alors après, la question, c'est comment on l'utilise, pour quels usages et avec quelle frugalité. Parce que ça, c'est vraiment, on l'a rappelé tout à l'heure, mais je pense qu'il faut insister sur cet aspect-là. C'est qu'il y a plein de choses qui sont formidables avec l'IA. Il y en a certaines qui sont plus contestables, mais il y a beaucoup de choses qui sont formidables, mais à condition que ça se fasse dans des conditions de frugalité importantes, parce que ça va être vraiment un enjeu. Donc oui, bien sûr, les acteurs ont intérêt à coopérer, mais ils ont intérêt à coopérer, ce que je disais tout à l'heure, à long terme et à court terme. On est dans une période qui est une période de transition et dans laquelle c'est extrêmement compliqué de trouver des points de passage. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va forcément se faire, parce qu'à un moment donné, forcément, on peut dire l'IA, c'est bien, c'est pas bien, on aimerait bien un monde sans IA. On peut le penser éventuellement, mais de toute façon, c'est pas ce qui va arriver. Donc à partir de là, il faut bien trouver des voies de passage pour que chacun y trouve son compte. C'est-à-dire qu'à la fois on fasse des modèles d'IA soutenables et en même temps qu'on continue à investir massivement dans la création humaine, parce que sans création humaine, il n'y a pas de création synthétique, tout simplement. Et puis je voudrais revenir aussi sur l'aspect souveraineté dont on a parlé, sur un point qui me semble important. C'est que la souveraineté, c'est effectivement très important, mais ça pose un vrai problème avec l'IA, qui est, Alexandra en reparlera certainement, qui est à quelles règles juridiques s'appliquent quelles entreprises. Et en particulier, il y a la question de est-ce qu'on ne va pas aujourd'hui, il peut y avoir un risque que les entreprises européennes d'IA deviennent pénalisées parce qu'elles seraient soumises à certaines règles et pas les autres. Donc là, il va y avoir un vrai sujet de faire en sorte que les règles qu'on veut appliquer,
puisse s'appliquer à tout le monde. Parce que si à la fin, on arrive à une solution où les règles européennes s'appliquent uniquement aux acteurs européens de l'IA et pas aux autres acteurs, on voit bien que la seule chose qu'on aura gagnée à la fin, c'est que finalement, les acteurs de l'IA européens seront en concurrence déloyale et vont disparaître. Donc ça, c'est un vrai danger parce qu'il faut trouver, et là, le point de passage, il est vraiment difficile de savoir comment on applique ces règles et à qui, et en créant pas des situations de concurrence déloyale. Et pour construire, pour trouver ces points de passage, pour construire un écosystème sur le long terme, je crois que vous êtes tous d'accord avec le fait que ça doit se faire dans la concertation entre toutes les parties prenantes. C'est là que je me tourne vers vous, Maxime Boutron, vous copilotez donc ce cycle de concertation. Est-ce que vous pouvez rappeler le cadre de ce dialogue, quelle catégorie d'acteurs y participent? Je suppose que vous ne pouvez pas aller trop dans le détail, mais enfin, si vous pouvez nous donner les grandes catégories des participants, et puis quelle méthodologie vous suivez pour mener au mieux ce dialogue? Alors la concertation, elle porte en fait sur un seul des deux grands points que le président du CNC a indiqué sur le déroulé total de votre journée, qui est qu'on ne s'occupe pas dans la concertation du statut des œuvres qui seraient produites avec l'aide de l'IA. Que ce soit des œuvres ou des œuvres, quel que soit le nom qu'on leur donne, on ne travaille pas là-dessus. On travaille en revanche sur l'autre question qui est importante, qui est celle de l'entraînement des modèles, quel que soit leur output, quel que soit ce que le modèle cherche à produire dans l'intérêt d'une entreprise, dans l'intérêt d'un particulier, y compris s'il ne s'agit pas de produire des œuvres, ni visuelles, ni sonores, mais qu'il s'agit par exemple de produire du texte. Mais que ce modèle, pour s'entraîner à utiliser en revanche des œuvres couvertes par le droit d'auteur, ça peut être des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques qui ont été à un moment donné produites avec l'aide du CNC. Donc on est vraiment sur l'enjeu où l'œuvre est un input dans le modèle et pas nécessairement, en tout cas dans notre concertation, un output. Donc ça restreint déjà un petit peu le champ de notre travail. Alors un point important, c'est que la concertation elle a été lancée et installée au mois de juin 2025 et qu'elle doit théoriquement aboutir au cours du mois de novembre. Donc comme vous le voyez, ça fait entre 5 et 6 gros mois de travail pour une mutation dont Joël, Alexandra et le président du CNC ont rappelé qu'elle était une mutation qui était sans doute beaucoup plus grande que les grandes révolutions technologiques des années précédentes. J'aperçois plein d'anciens collègues du CNC ici, Pauline Augrin notamment, etc., qui ont beaucoup travaillé quand il y a eu le changement des usages, quand tout d'un coup c'était où je veux, comme je veux sur l'écran de mon choix. Donc c'était l'arrivée des SMAD. Mais dans ce changement des usages, l'œuvre, et vous êtes beaucoup sans doute à en produire ou à en réaliser, l'œuvre, par exemple audiovisuelle, elle était conservée dans son intégrité. C'est-à-dire qu'elle était diffusée sur un nouveau support, mais il y avait bien un film d'1h30, de 2 heures, une série avec 10 épisodes de 50 minutes, etc. Dans l'entraînement des modèles, évidemment, ce qui est complexe, c'est que l'œuvre ou une partie de l'œuvre sert, parmi des millions d'autres œuvres, à alimenter l'intelligence du modèle, qu'il soit fondationnel, enfin tous les types de modèles d'IA qui peuvent exister. Par conséquent, ce qui est délicat dans la recherche d'une concertation et dans la recherche d'un accord gagnant-gagnant entre ceux qui produisent des œuvres et les développeurs d'IA, c'est que nous n'avons pas de marché totalement parallèle dont on pourrait s'inspirer pour dire, voilà, une œuvre qui, à un moment donné, a servi parmi des millions d'autres à entraîner le modèle de tel développeur d'IA, qu'il soit français, américain, chinois, et qui sert in fine à telle entreprise pour des gains de productivité importants ou à tel particulier ou à tel créateur. C'est très difficile de dire, eh bien, la valeur de ce qu'il va sortir, il la doit pour une portion peut-être infinitésimale, mais de X à telle ou telle œuvre qui, à un moment donné, est entrée dans son inconscient, comme peut-être entrée dans l'inconscient de Jérémy Kester, qui est presque en train de s'endormir. La lecture d'œuvres qu'il a pu réaliser quand il était au lycée, avant d'entrer à Normale Supérieure, mais dont il ne se souvient plus que c'est telle œuvre qui alimente son talent que chacun sait être grand aujourd'hui. Donc il y a cette difficulté. Voilà. Donc la concertation, son objet, c'est en 6 mois, bien que la mutation prenne sans doute peut-être 10 ans pour se stabiliser, c'est d'essayer de créer un espace de discussion. Finalement, c'était la seule chose qui pouvait essayer d'être apportée, puisque les rapports de Joël et d'Alexandra sont des énormes boîtes à outils. Je le dis, c'est plus facile pour un tiers de le faire, mais leurs rapports, ils vont rester des boîtes à outils, à mon avis, sur le très long terme. Il n'y a aucune obsolescence à attendre de ce rapport-là avec un nouveau rapport, parce que Joël pose l'idée d'une place de marché de l'IA, où finalement, cette place de marché, des stocks de données pourront être achetés par des développeurs d'IA. Gagnant-gagnant, sinon c'est pas un marché. Et Alexandra a envisagé énormément de mécanismes juridiques qui permettent évidemment de protéger, dans ce cas-là, l'ayant droit.
Et alors, je crois le vice-président du Sénat qui devait être avec nous n'est pas là aujourd'hui, mais le rapport, la mission du Sénat a rappelé les contenus de ces grands rapports et a mentionné la concertation en disant si elle échoue, la concertation, c'est de la merde, ce qui pourrait arriver. Eh bien, on a des outils législatifs derrière de réaction, en s'inspirant des rapports de Joël et d'Alexandra, ou en mobilisant, et c'est toujours un hommage à répéter, en s'inspirant notamment des taxes du CNC, mais ça figure dans le rapport de Joël Farchi, avec l'idée, voilà, si un jour on n'arrive absolument pas à ce qu'il y ait un marché qui soit respectueux de la valeur des œuvres, où les développeurs acquièrent auprès des ayants droit des œuvres pour une valeur qui est juste, alors il faudra envisager, pourquoi pas, un mécanisme de taxation et ensuite de redistribution. Et ça, le CNC, je vois qu'Alexis Gouin se note l'idée, il a un outil qui est prêt à l'emploi sans doute, pour mettre en place, évidemment, un mécanisme, comme on le connaît très bien ici, de taxation et ensuite de redistribution. Mais le but de la concertation, pardon si j'ai été long, c'est de ne pas aboutir à cela et de créer un espace respectueux de dialogue, espace qui, pour l'instant, fonctionne de deux manières. Des réunions plénières où il y a environ 15 représentants des ayants droit et 15 représentants des développeurs d'IA. Donc il y a des réunions plénières, une par mois, sur des thèmes qui évoluent, l'opt-out, comment déterminer la valeur d'une donnée et comment sont entraînés les modèles. Donc ça crée un langage commun, ça crée un respect commun. Et il y a par ailleurs, bien sûr, des tas de réunions bilatérales. Des réunions bilatérales entre la mission, c'est-à-dire Marc Bourreau, qui est un économiste spécialiste des réseaux et des grandes mutations, que Joël connaît très bien, et moi-même, nous rencontrons, avec l'aide des services de l'État, la DGMIC, Jean-Gabriel Minel est là, Manon Montrouge, le CNC parfois est présent, on rencontre directement les développeurs ou les ayants droit, et dans des réunions évidemment bilatérales, on respecte la confidentialité et le besoin qui est le leur. Parce que c'est un point qui est très important, et je vois que je suis long, mais j'insiste juste sur ce point, c'est que ce qui est important dans la confidentialité, c'est que les modèles de développement d'IA sont évidemment en concurrence les uns avec les autres. Et que par conséquent, négocier avec des ayants droit, parfois, il peut être nécessaire que ça se fasse dans une certaine discrétion. Pourquoi ? Bien, tout simplement pour ne pas envoyer le signal à un modèle concurrent que le modèle que l'on développe se dirige vers tel ou tel type d'activité. Si je négocie qu'avec des représentants de la photographie et de l'image, a priori, c'est que je vais essayer de proposer à mes clients finaux quelque chose qui produit de l'image. Bon. Si je suis qu'en train de négocier avec des savants scientifiques, c'est que je vais plutôt être sur un modèle de texte. Donc, il peut y avoir ce besoin d'être un petit peu dans la confidentialité. Et puis, par ailleurs, évidemment, s'il y a des contentieux qui se nouent, et il y en a, des contentieux qui se nouent aux États-Unis comme dans l'Union européenne, négocier en parallèle d'un contentieux, ça n'est jamais facile. Eh bien, notre rôle, c'est d'essayer de donner une chance, malgré tout, à cela. En tout cas, de créer un espace de dialogue où les personnes physiques qui représentent des structures, que ce soit les structures d'ayants droit ou des développeurs, se connaissent, sont en mesure d'interagir ensemble et, si possible, favoriser, on va essayer en tout cas, la signature de contrats, comme certains ont déjà été rendus publics, mais d'autres nouveaux, signature de contrats entre ayants droit et développeurs, où des développeurs acquièrent des stocks de données auprès d'ayants droit et les valorisent à une valeur qui, à un moment donné, recueille l'assentiment de ces ayants droit, donc un système win-win. Pardon. Si. Oui, juste, je voulais dire dans ce qu'avait dit Maxime, il avait dit si on échoue. Moi, la vision que j'ai, c'est que de toute façon, cette concertation, c'est pas une mission, cette concertation ne peut pas échouer. Alors, certains diront qu'elle a échoué parce que c'est le jeu, mais elle ne peut pas échouer pour une raison très simple, c'est que son but, c'est pas de rendre un rapport, c'est pas un output très précis forcément. Son but, c'est de faire de la concertation, c'est-à-dire de faire dialoguer les gens. Donc, de toute façon, il y a forcément un dialogue qui se crée et ce dialogue, il va durer. On ne peut pas croire qu'en fin novembre, tout va être réglé et fini, mais ça aura été un premier moment de discussion. Donc, je suis persuadée, enfin, c'est pas que je suis persuadée, c'est que ça ne peut pas échouer. Vous pouvez garder le micro parce que j'ai une question pour vous du coup. Maxime évoquait la notion de valeur, qui est la question centrale, pour le partager. Comment, pour les fournisseurs d'IA, quelle est la valeur vraiment d'une ou de plusieurs œuvres et comment on évalue l'assiette de rémunération finalement? Comment est-ce que vous pouvez nous donner voilà. Non mais comment voilà, dans votre rapport vous recentrez, vous élargissez certains points de vue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment dire alors je vais peut-être partir d'une négo qui a fait beaucoup les choux gras de la presse récemment sur des milliards de dollars qui ont été donnés aux États-Unis par une entreprise de l'IA. Donc ça a fait beaucoup parler et on peut dire, en fait, ça veut dire que ça vaut énormément d'argent. 'argent. Alors, plusieurs choses.
je suis pas sûre que les sommes qui ont circulé dans la presse soient représentatives d'une quelconque valeur économique. Je pense qu'elles sont plutôt représentatives d'une quelconque paix sociale. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, j'aime pas trop le terme qu'a utilisé Maxime. Je vois bien l'idée de stock de données, parce que stock de données, ça donne un peu l'idée d'un truc en vrac, des données en vrac, et je pense que ça peut-être un peu braquer certaines personnes de parler de stock. Néanmoins, ce qu'il y a derrière cette idée, c'est qu'effectivement, on peut pas donner une valeur œuvre par œuvre, et qu'il va bien falloir alimenter des grandes quantités que les IA s'alimentent avec des grandes quantités de données œuvres. Alors, il y a plusieurs choses. Disons qu'on peut dire qu'il y a 3 grandes familles. Je caricature complètement, mais pour simplifier, il y a 3 grandes familles. Pédagogie, pas de la caricature. Non, mais bon, ça finit par être de la caricature. Mais il y a 3 grandes catégories de données, disons, qu'on pourrait utiliser dans les modèles d'IA, en faisant quand même une précision. C'est qu'on a parlé tout à l'heure, depuis le début, du développement et de l'entraînement. Je voudrais quand même préciser que le développement, c'est une phase un peu particulière des modèles d'IA, et notamment le pré-entraînement. C'est ce qui correspond pour l'IA, en quelque sorte, à la phase de R&D. C'est-à-dire que c'est une phase où on s'alimente avec d'énormes quantités de données qui n'ont pas toutes beaucoup de valeur. Et puis il y a une autre phase qui est la phase, et c'est les phases qu'on a en tête parce que c'est les phases des modèles de LLM où il y a énormément de données qui sont mobilisées. Et puis il y a une autre phase qui est économiquement presque plus importante, qui est la phase de déploiement, c'est-à-dire quand est-ce qu'un modèle qui a été développé, enfin des modèles qui ont été développés, vont être mis sur le marché et vont être commercialisés. Parfois, ce déploiement se fait par les mêmes entreprises, et parfois, ce déploiement se fait par d'autres entreprises qui utilisent les modèles de LLM pour faire des usages très, très, très spécifiques. Donc déjà, ça, c'est très important de dire que l'entraînement, le développement, c'est pas la même chose que le déploiement. Bon, et puis ensuite, il y a trois grandes catégories de données. Les données pléthoriques qui sont des données pour l'entraînement. Et là, effectivement, ce qui est difficile, c'est que, Maxime le rappelait tout à l'heure, ça a en fait pour les modèles d'IA pas énormément de valeur en soi chacune. Ça a beaucoup de valeur quand c'est agrégé, mais ça n'a pas beaucoup de valeur en soi, tout simplement parce que c'est souvent substituable. C'est souvent des données, si vous ne prenez pas celle-là, vous en prenez d'autres, c'est substituable. Et donc, il n'y a pas forcément énormément de valeur pour une œuvre particulière. Et puis, il y a 2 choses qui ont énormément de valeur. C'est des données spécialisées pour des usages, pour des déploiements particuliers. Et là, les œuvres culturelles prennent une valeur énorme parce qu'il y a des modèles qui ont besoin d'œuvres culturelles spécialisées pour la musique, pour le texte, pour l'image. Et là, ça devient extrêmement important. Et puis, il y a une deuxième catégorie qui ne sont pas des données d'entraînement, qui sont ce qu'on appelle des données d'ancrage, des données fraîches. Et là, on a vu beaucoup de choses dans la presse, dans les 2 sens de la presse, qui ont été mises en exergue, qui sont en fait des accords où les modèles d'IA vont aller chercher dans l'actualité, la presse quotidienne, vont aller chercher des références qui permettent en permanence de faire que les réponses ne soient pas obsolètes. Si on vous demande quel est le Premier ministre en France, ce que vous allez dire, si le modèle a été entraîné il y a 1 an, il y a de fortes chances que vous soyez un petit peu en décalage. Donc ça va permettre de brancher la machine à de l'actualité et de pouvoir avoir une réponse qui ne soit pas totalement décalée. Voilà, donc en gros, c'est ces 3 catégories de données, et ces 3 catégories ont une valeur différente. Alors, ce qui est un petit peu compliqué aussi, c'est que il y a deux manières de voir la valeur des œuvres qui peuvent se confronter. Tout à l'heure, Maxime disait on n'a pas de marché de référence. C'est-à-dire que pour les acteurs culturels, les œuvres ont une valeur en soi parce qu'elles ont des coûts de production, parce que il y a eu des investissements, etc. Et pour les acteurs de l'IA, ils sont dans l'œuvre en tant que données, et la question c'est est-ce que cette donnée m'apporte une plus-value à mon modèle ou pas. Et donc, c'est 2 manières de voir la valeur qui n'ont effectivement
rien à voir. Et c'est ça c'est un des points sur lesquels il faut travailler. Je voulais m'adresser à Maxime, justement, vu que vous êtes confronté, je suppose, à ça au cours de la concertation. Aujourd'hui, les accords de rémunération qui se nouent spontanément, ils sont encore très rares. Je pense à l'accord de Genario avec la SACD, mais en France, ça existe peu. Est-ce que vous avez déjà des exemples de bonnes pratiques que les participants échangent, de pistes de solutions communes voilà. Un petit teasing pour les conclusions de novembre. Alors oui, il y en a des accords. Je vous fais état que de ceux qui sont effectivement publics, donc vous pouvez trouver la connaissance. Il y a l'accord effectivement de la SACD avec Genario, donc qui est sur un modèle qui est tourné vers l'écriture précisément de scénarios que vous avez dû, si vous êtes proche ou éloigné, en tout cas pas trop éloigné au contraire, du CNC connaître. Mais il y a deux grands accords dont il a été fait état aussi, qui sont l'accord de Mistral avec l'AFP et l'accord d'OpenAI avec Le Monde. Et ce qui sont très intéressants, ces accords-là, parce que l'utilité et le besoin pour ces entreprises d'IA de disposer de ces accords, ils s'énoncent assez simplement. Dans la mesure où, et ça rejoint ce que vient de dire Joël, un modèle d'IA a besoin de ne pas délivrer des fake news. Par conséquent, un modèle d'IA, dans sa phase d'inférence ou de RAG, dans les différentes étapes d'entraînement, a vraiment besoin d'une information extrêmement sûre qui est garantie par des journalistes tout à fait sûrs, tels que ceux de l'AFP ou du Monde. Ça pose en revanche, après, une fois que cet accord est signé, la question du pluralisme, c'est-à-dire, d'accord, il y a un accord avec un ensemble de presse, mais quid des autres? Qu'est-ce qu'il advient à ce moment-là d'autres journaux quotidiens qui n'ont pas été dans ces accords? Bon. On voit l'utilité pour le modèle de développement, enfin en tout cas pour l'entreprise d'IA, de disposer d'un tel accord. La méthode de rémunération, en revanche, et les modalités d'accès, est-ce qu'une entreprise d'IA va avoir accès, par exemple, à ce que tel journal sort au quotidien, c'est-à-dire aux informations vraiment fraîches, ou aussi au stock d'articles? Ça, ainsi que la méthode exacte de rémunération. Est-ce qu'un stock d'écrits fait l'objet, mais je retiens, Joël a raison de me rappeler à l'ordre, sur le non-emploi ou le mauvais emploi du terme de stock, qui peut effectivement avoir une vision un peu dévalorisante de la valeur unitaire de chaque donnée ou de chacun. Donc un ensemble d'articles de presse, est-ce que ça va donner lieu à une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires, proportionnelle aux bénéfices, qui supposerait que l'entreprise devienne bénéficiaire, ou est-ce qu'il y a un achat one-shot qui est fait en valeur? Ça sont des éléments dont on sait que les accords les mobilisent les uns après les autres, les réfléchissent, mais ils ne nous rendent pas, et nous respectons cette confidentialité, ils ne nous rendent pas compte de l'ensemble de ces détails-là. Nous savons que d'autres négociations sont en cours, nous cherchons à les encourager, on part du fait, et là j'avais fait une boutade au départ, mais je rejoins la réassurance que m'a donnée Joël. Joël et Alexandra participent évidemment à la concertation comme experts associés. Comme dit Joël, on a quand même une chance que la concertation serve, et j'en suis convaincu, passé ma blague initiale. La concertation, elle permet d'amorcer des négociations, d'amorcer un climat de négociation. Et nous, on trouve que c'est déjà une bonne pratique qu'il y ait un climat de négociation. Et ce qu'on essaye de raconter, et là, ça fait référence directement à des choses que le CNC a pu faire, donc j'ai essayé de m'inspirer, ce qu'on essaye de dire aux développeurs de modèles d'IA, quels que soient les débats juridiques qu'il y a en disant « mais oui, mais dans la directive droit d'auteur, il y a une exception fouille de texte ». Par conséquent, je peux faire un peu de fouille de texte et de data mining qui ne sont pas couverts parce que l'opt-out n'a pas été exercé à tel moment, donc je vais me nourrir de tout ce qui est disponible en ligne en partant du fait que c'est un peu libre de droit parce que je fais que de la fouille et je picore simplement. Bon. Alors pourquoi aller au-delà? L'intérêt, nous semble-t-il, du développeur, et nous essayons de porter ça, c'est, on le croit profondément, et vous réagirez probablement là-dessus, c'est la différenciation subjective. Nous, on a profondément le sentiment que quand il y aura plusieurs modèles disponibles, que ce soit du B2C pour des consommateurs comme nous le sommes, ou du B2B pour les professionnels parmi vous, entreprises ou créateurs, eh bien nous avons la conviction que choisir un modèle plutôt qu'un autre, ça dépendra aussi de la certitude, d'exactitude et de vertu que peut apporter ce modèle. C'est-à-dire que quand vous avez un modèle dont vous savez qu'il travaille avec des grandes agences de presse ou des grands journaux, s'agissant des news, qu'il a travaillé avec des grands scientifiques, par exemple, il a un accord, il a lu tout ce qu'a pu écrire Joël Farchy en économie. Vous allez vous dire tout de suite, niveau d'économie, high level. Bon, je suis en confiance, c'est pas Wikipédia. C'est pas, non pas que Wikipédia n'apporte pas de qualité, mais il y a quelque chose en plus. Bon. Et donc, nous avons profondément cette conviction que l'intérêt de l'accord, il est aussi pour le développeur, pour pouvoir raconter à ceux qui utilisent son modèle qu'il atteint un grand niveau d'exactitude et un niveau de vertu, parce que nous croyons profondément
que travailler en commun avec les auteurs, avec les créateurs, que eux aussi puissent être gagnants, et avec les scientifiques, c'est aussi un avantage d'image par rapport à ceux qui chercheraient demain à vendre des modèles de développement qui seraient de beaucoup moins bonne qualité, évidemment moins cher, mais de moins bonne qualité aussi. Et là, ça renvoie à quelque chose que le Centre national du cinéma a connu de très près, lorsqu'il a mené des grandes négociations sur les nouveaux usages avec les nouvelles plateformes, les SMAD. Au début, évidemment, les SMAD en 2014 n'acquittaient pas de contribution au fonds de soutien du CNC et n'avaient pas d'obligation d'investissement dans la production. Tout cela a changé entre 2016 et 2021, et il fut intéressant, j'ai aperçu aussi Vincent Florent qui fut un grand témoin de tout ça, il fut intéressant de remarquer à quel point, au début, il pouvait y avoir une inquiétude, une réticence, mais quand ces nouveaux SMAD sont entrés dans l'écosystème d'exception culturelle, ils l'ont beaucoup revendiqué. Et ils ont été parfois invités à des tables rondes, Festival de Cannes, celle de la SACD, celle du CNC, ils étaient sur le tapis rouge, et s'ils y étaient, c'est pour le plaisir évidemment d'y être, bien sûr, mais aussi parce qu'ils voyaient l'élément d'image, l'élément de proximité avec un festival qui est le numéro 1 au monde en termes de qualité, et donc une proximité avec les artistes qu'ils respectaient totalement désormais en participant à des mécanismes de soutien à leur création. Donc nous croyons à cet élément de différenciation subjective, à apparence de modèle de modèle d'IA ou d'outils d'IA égal. On pense qu'il y a un intérêt pour les entreprises d'IA à être dans la vertu et donc dans l'acquisition à une valeur à définir des données et des œuvres des auteurs, et donc d'être dans un système gagnant-gagnant, parce que nous pensons qu'ils pourront eux aussi gagner plus d'argent et mieux réussir en étant respectueux de toute la chaîne de valeur. Et pour participer à ce climat qui est essentiel, d'après ce que vous nous expliquez, il est important, il y a un besoin de clarification juridique aussi, vous l'avez tous rappelé. Alexandra, est-ce que vous pouvez nous ouvrir la boîte à outils que vous avez évoquée dans votre rapport? Oui, alors, j'ai appelé ça une boîte à outils, je ne sais pas si c'était le bon terme, parce que du coup c'est repris un peu partout, on a l'impression que je vais sortir avec ma... mais en fait l'idée c'est quoi? C'est que moi je suis aussi convaincue qu'on ne réglera pas le sujet à force de contentieux. Il y a à peu près 70 contentieux dans le monde, il y en a une 50aine aux États-Unis. Le contentieux c'est mauvais pour le business, c'est mauvais pour le développement des solutions, c'est mauvais pour tout le monde. Donc, mais en revanche, je suis aussi convaincue, et là, j'ai un vocabulaire un peu différent que ma collègue économiste, c'est que le droit, ce sont aussi des mesures incitatives. Alors, pas incitatives au sens économique du terme, mais incitatif. Il y a un effet prophylactique, en fait, aux règles juridiques, aux mesures juridiques. Et donc, il faut parfois, par le droit, inciter à la création d'un marché économique. Et donc, pour ça, différentes manières. Évidemment, le premier outil qui peut être efficace, c'est la transparence. Parce que si on obtient une transparence effective, on va restaurer du coup l'effectivité du droit. Parce qu'aujourd'hui, le droit n'est plus vraiment effectif, puisque les titulaires de droit n'arrivent pas à savoir si les contenus ont été utilisés. Comme ils ne savent pas si les contenus ont été utilisés, ils ne peuvent pas faire respecter leurs droits, tout simplement. Donc le premier outil dans cette boîte, c'est une transparence poussée qui permet de rendre au droit son effectivité. À défaut de transparence poussée, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Dans le rapport juridique, nous avons proposé d'abord une présomption d'utilisation des contenus. Alors, une présomption qui se déclencherait du fait de la présence d'un certain nombre d'indices on en a donné quelques-uns comme exemple, uniquement comme exemple. Ça pourrait être une présomption légale. Le législateur pourrait intervenir, mais sans même cela, il existe en droit français ce qu'on appelle les présomptions du fait de l'homme. Ce sont des présomptions jurisprudentielles, c'est-à-dire que le juge, lui aussi, en présence d'indices concordants, il peut être amené à présumer une utilisation. Qu'est-ce que ça veut dire présumer? Ça veut dire déplacer l'objet de la preuve. On va prouver un fait facile, ce qui va permettre d'engager la preuve d'un fait impossible. Exemple, je vais prouver
que je vais rapporter la preuve que dans un procès aux États-Unis, et on en a plein des procès aux États-Unis, donc ça tombe bien, ça nous aide beaucoup, dans un des procès aux États-Unis, tel acteur de l'IA a en effet affirmé s'être entraîné sur telle base d'entraînement fantôme public dans laquelle se trouve un certain nombre de contenus piratés, et ça on le sait. Eh bien, ce fait, facile à prouver, va me permettre de présumer que le contenu a été utilisé, à charge de rapporter la preuve contraire si ça n'est pas le cas. Donc ça, c'est un des premiers outils, cette présomption d'utilisation. C'est une proposition qui semble un peu se diffuser. On la retrouve dans le rapport du Sénat, on la retrouve dans le rapport d'Axel Voss au niveau européen, mais sous une forme différente, voilà, qui est pas du tout... mais en tout cas, l'idée est là. On retrouve cela aussi dans le questionnaire de la présidence danoise au niveau du Conseil de l'Union européenne. Donc, il y a cette idée de... en fait, le droit n'étant plus effectif, la preuve ne pouvant plus être rapportée, eh bien, il va falloir trouver des facilitations probatoires. Et la présomption est une facilitation probatoire. Il y en a d'autres, notamment peut-être qu'on peut réfléchir à cette procédure américaine, là justement de discovery, où on est obligé eh bien, de révéler dans le cadre d'un procès un certain nombre de choses. Et en particulier, on en trouve déjà des traces au niveau européen. Ça s'appelle une injonction de divulgation d'éléments de preuve. Ça a été intégré dans la réforme d'une directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Donc, on va l'intégrer dans le Code civil pour les produits défectueux. Et il y avait un projet, une proposition de directive européenne il y a 2 ans, qui a été abandonnée l'année dernière malheureusement, qui était sur la responsabilité extra-contractuelle en matière d'IA et qui intégrer cette proposition d'injonction de divulgation des éléments de preuve. Et je crois que ce serait utile qu'on ait ça aussi, nous, en France, pour renforcer et pour faciliter aussi la charge de la preuve. Puis il y a d'autres propositions. Moi j'avais commencé d'ailleurs en disant que la concertation, ce serait bien, le dialogue, ce serait bien. Enfin, je veux dire, il faut sortir des postures à un moment. Hein. Les postures, on en a toujours au départ et chacun est dans son rôle, c'est normal. Puis il y a un moment où il faut que le dialogue se mette en place et puis que chacun raisonnablement fasse un pas. Et puis qu'on trouve des solutions pour créer enfin ce marché, parce que ce marché, il va exister, il sera utile, la culture en a besoin, les fournisseurs d'IA en ont également besoin, et puis il n'y a pas de raison finalement qu'on le ferme ou qu'on le refuse. Donc voilà, un certain nombre d'outils. Comme Joël, et ça c'était plutôt la fin du rapport, je crois qu'il faut aussi qu'on entende que parfois il y a besoin de faciliter l'accès aux données. Hein, donc, vous évoquez toutes les deux dans chacun de vos volets une simplification opérationnelle. Vous imaginez un espace numérique, technique, qui permettrait à la fois l'accès, l'autorisation, donc la contractualisation, et la rémunération. Donc, ce serait une simplification énorme. En fait, c'est une proposition qu'on avait commencé à travailler dans le cadre du rapport interministériel, de la commission interministérielle de l'IA, qu'on avait remis c'était pas du tout le CSPLA, c'était la commission interministérielle de l'IA qui avait remis un rapport au président Macron en 2024 qui s'intitule « IA, notre ambition pour la France ». Et on avait tenté déjà à l'époque avec les rapporteurs culture de mettre en place ce trait d'union finalement, cette facilitation pour pouvoir obtenir des données, avoir une rémunération pour les titulaires de droit et en amont même donner l'autorisation, bien sûr. Il y a un système de guichet en fait. Oui, un guichet. Alors je crois que Joël a dit place de marché. Moi je suis pas économiste, donc je sais pas si ça s'appelle place de marché ou pas. De manière très humble, j'ai appelé ça une facilitation d'autorisation, d'accès, et puis un fournisseur technique finalement, d'un intermédiaire technique pour la donnée, qui pourrait être une institution
mais qui pourrait aussi bien sûr être un acteur privé. Il n'y a aucune raison que le marché privé, d'ailleurs on voit qu'il y a des data brokers culturels qui commencent à émerger. Donc en tout cas, il faut aussi entendre ce besoin de facilitation, et je crois même que dans le cadre de la concertation, c'est un des points de facilité. Maxime, si vous voulez réagir après. Non, je voulais complètement abonder dans le sens de ce qu'a dit Alexandra sur un point, c'est que l'objet de la concertation, c'est effectivement de poser les premières pierres de ce que vous appelez l'une une place de marché, l'autre des éléments de facilitation, et évidemment, et c'est très important ce qu'a dit Alexandra, d'éviter le pire, c'est-à-dire des années de contentieux. Pourquoi éviter ça ? Parce que c'est quelque chose qui a été connu dans une grande mutation qui fut celle de la musique. Vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, de l'arrivée de ceux qui sont plus âgés, de l'arrivée de Napster en février 99, et de l'arrivée du streaming ensuite légal, qui rémunère à peu près les auteurs, 12 à 13 ans plus tard, et de tout ce qu'il y a eu pendant cet intervalle de 13 ans. Or, cette tentation, elle n'est pas inexistante. C'est pas repoussoir pour absolument tout le monde. Et c'est la seule chose que je dévoilerai, qui m'a été dit, mais en étant totalement anonyme sur son auteur. C'est que quelqu'un m'a dit dans la concertation, nous a dit, à Marc Bourreau et à moi-même, dans la concertation qu'on mène à la demande des deux ministres, qui nous a dit, finalement, il va y avoir des contentieux, il va y avoir des grosses amendes, et un jour, par rapport aux grosses amendes, les développeurs se diront, bon, plutôt que de payer de grosses amendes, j'ai un incitatif à me mettre autour de la table et à contracter. Ou finalement, le marché, à la fin, et à la fin seulement, ferait la synthèse de longues années de contentieux. Alors ça, évidemment, c'est tout ce qu'on veut éviter lorsqu'on est dans une approche positive de politique publique et on recherche une énergie positive de réunion entre les différents acteurs. Une énergie d'incitation. Une énergie d'incitation. Et donc, comme l'a très bien dit Alexandra, c'est le pire des modèles, celui-là. L'idée de dire, de toute façon, qui dit contentieux dit justice in fine, certes, et après, le marché réagirait par rapport à ces éléments. Mais quelle destruction de valeur tout cela va produire si ça doit durer 10 ans ou 15 ans. Et en plus, avec des problématiques juridiques mais massives entre les différents États, des règles de territorialité, etc. Donc la concertation, son objet, effectivement, qui nous a été confié à Marc Bourreau et à moi-même par Rachida Dati, la ministre de la Culture, et Clara Chapaz, la ministre déléguée en charge du numérique et de l'IA, c'était justement d'essayer d'empêcher cela, et donc ça fait partie aussi de ce qu'on veut essayer d'aboutir d'ici le mois de novembre, c'est-à-dire un climat qui soit le moins contentieux possible, le moins juridictionnel possible. Merci beaucoup. Merci pour ces échanges passionnants. Je pense qu'on a un peu de temps pour laisser quelques questions à la salle, éventuellement. J'ai pas l'impression. Bon. Allez-y. Une question, je reviens sur un point qui est très important qu'a indiqué Joël tout à l'heure en réaction à un propos que j'avais tenu, qui était l'histoire d'employer le mot de stock de données, ou l'idée de la valeur marginale d'une œuvre qui est décroissante. Ce sont des concepts qui sont économiquement parfaitement exacts, mais il faut bien évidemment avoir en tête, et croyez-nous, nous l'avons en tête, c'est que la valeur d'une œuvre ne se détermine évidemment pas que par son prix pour un outil qui est le développement d'un modèle fondationnel ou pas d'IA. Il est évident, et vous le savez tous en étant ici mieux que quiconque, que la valeur d'une œuvre, elle ne se reflète pas uniquement sur un marché. La valeur d'une œuvre, il y a des externalités positives de toutes sortes, il y a des œuvres qui changent des vies. Et donc, on a eu, dans le cadre de notre concertation, bien sûr, à rappeler ça. C'est-à-dire que quand on est en train de déterminer des modalités de détermination de la valeur pour l'utilisation en IA, on doit faire attention, et je ne l'ai pas fait suffisamment en début d'intervention, à bien sûr rappeler que ce n'est pas la seule valeur qui compte. Et pourquoi c'est difficile de faire ça? C'est que un point qui a été soulevé par Joël est important, et dans la concertation, d'ailleurs, je vois certains membres de la concertation qui sont présents aujourd'hui, on a eu un immense débat, évidemment, la valeur marginale d'une œuvre. Et il est vrai, comme l'a dit Joël, qu'un modèle, il a besoin de s'entraîner sur des milliers, voire des millions de données pour avoir une intelligence large. Et parfois, ça peut donner le sentiment qu'une donnée en plus, l'œuvre de plus, bon, finalement, on peut s'en passer. D'un point de vue culturel et de politique culturelle, c'est évidemment pas recevable. Vous n'allez pas dire à un artiste, un grand cinéaste par exemple, ah, écoute, on a bien aimé tes premiers films, ça nous suffit pour le modèle, là, ta dernière œuvre, ton œuvre testament, etc. On va pas la prendre dans le modèle parce qu'en fait, ta patte, on la connaît, ton style, on le connaît. C'est évidemment quelque chose qui est désagréable
Donc il faut trouver le moyen, et je pense que tout le monde sera confronté à ça, c'est de pouvoir bien décorréler évidemment la valeur artistique en termes de bonheur que cela crée, en termes d'impact sociologique, d'impact politique et de dimension historique que peut avoir une œuvre, et à un moment donné, la négociation avec un modèle de développement d'IA qui a besoin de s'inspirer, de pouvoir s'entraîner sur un style, sur un courant, et qui peut-être à cette occasion-là n'attribuera pas la même valeur à l'œuvre unitaire que celle que le spectateur, le passionné que nous sommes tous, peut lui attribuer. Il faut pouvoir basculer d'une logique à une autre, évidemment en étant extrêmement respectueux. Et donc effectivement, je crois que tu as raison de me rappeler à l'ordre sur le fait que la notion de stock d'œuvres, de stock de données est désagréable. On a l'impression que c'est un stock de bananes, alors que c'est beaucoup plus que ça. Donc il faut sans doute parler. Alors, en anglais, dans les réunions, on parlait de dataset à chaque fois. Bon, peut-être un peu mieux. Non, voilà, bon, je ferai attention. Merci. Toujours pas de questions? Si, madame. Merci Frédéric Dumas. Je voulais juste vous demander si vous pouvez nous faire un petit point sur l'état de la réflexion au niveau européen, les rapports de force, parce que voilà où on en est et s'il y a une possibilité d'avancer sur l'effectivité du droit au niveau européen ou si on est un peu au contraire mal barré. Alors, on a eu cet été 2 interventions, on va dire normatives, un peu molles, mais normatives quand même au niveau européen, s'agissant de l'obligation de mettre en conformité, de mise en conformité des modèles, enfin des fournisseurs avec le droit d'auteur. Il y a eu ce qu'on appelle le Code of Practice qui a été publié, qui est une sorte de guide non obligatoire, mais de guide qui permettra de faciliter la preuve de la conformité pour les fournisseurs d'IA. Donc, il y a dans ce Code of Practice un chapitre complet sur copyright avec des mesures qui, si elles sont adoptées par les fournisseurs, devraient permettre de présumer qu'ils sont conformes à cette obligation de respect du droit d'auteur. Ce n'est pas un outil obligatoire, mais il y a un certain nombre de fournisseurs d'IA qui acceptent de signer ce Code of Practice. Et puis, il y a eu, je vous l'ai dit, sur la deuxième obligation, l'obligation de transparence, la fourniture d'un template, d'un modèle de résumé suffisamment détaillé, cette fois pas par la Commission, mais par l'IA Office, pour permettre justement d'illustrer et même de mettre en œuvre, en pratique, ce résumé suffisamment détaillé, parce que c'est pas très effectif comme expression. Sur ces 2 outils complémentaires qui finalement ajoutent ou précisent le texte européen, qui précisent le règlement européen, les titulaires de droit se sont mobilisés cet été et également à la rentrée, et on a eu un joint statement, une prise de position commune et très œcuménique de tous les secteurs culturels pour dire c'est très insuffisant. Pour nous permettre le respect des droits. Donc aujourd'hui, il y a plutôt une forte opposition des secteurs culturels au niveau européen pour dire c'est insuffisant ce qu'on nous a proposé ici pour rendre les droits à nouveau effectifs. Maintenant, au niveau européen, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a en cours le rapport d'Axel Voss, il y a un projet de rapport qui a été rendu public avec des amendements qui ont été proposés, beaucoup d'amendements qui ont été proposés là, il y a quelques jours. Donc tout ça est en cours, ce ne sera pas un rapport obligatoire, c'est de l'information, mais il y a, même si ça n'a pas une valeur juridique ferme, c'est toujours important parce que ça oriente aussi la réflexion et les discussions. Donc il y a le rapport Voss qui est quand même assez attendu. On sent en fait que ça bouge un petit peu dans tous les pays. En France, grâce au CSPLA, ça bouge un peu. Il y a un rapport danois, pareil, d'experts qui a été rendu et qui propose également des modifications du cadre normatif sur la régulation de l'IA face à la culture. Donc on sent que ça bouge. Certains propose la réouverture des textes sur le droit d'auteur.
je les trouve bien ambitieux. Surtout, je me dis, quand même, on a eu une directive en 2019, la directive Digital Single Market. On a un règlement européen en 2024. Bon, laissons déjà la norme commencer à s'appliquer, puis après on réfléchira à voir si là on est en train de. Voilà. Je pense que déjà il faut clarifier ce qu'on a adopté. Notamment, il y a des questions. Certains contestent l'application de l'exception fouille de texte et de données à la phase d'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Ça, c'est une question à laquelle on va devoir répondre incontestablement. La Cour de justice en est saisie et elle répondra à cette question. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Je regarde le maître des horloges. Non. Bof. Une dernière brève. Je vous mets la pression. Bonjour, Joël Thibault, Backup System. J'ai une question s'agissant des marketplaces que vous évoquiez pour la donnée. Étant moi-même ayant développé, entraîné, exploité des modèles d'IA discriminatifs, je me pose la question pourquoi il n'y a pas de marketplace, parce que je vous assure que tous les gens dont c'est le métier rêveraient d'avoir un marketplace pour la compliance d'abord, mais aussi pour avoir des data lakes structurés qui soient sûrs et sur lesquels on puisse travailler de manière pérenne plutôt que de perdre des années à des coûts de développement monstrueux pour essayer de constituer des data lakes qui sont efficaces. Donc c'est là où je ne comprends pas l'idée de dire on va avoir besoin d'années de contentieux. Non, je vous assure que les gens dont c'est le métier n'ont qu'une attente, c'est d'avoir des data lakes qui soient fonctionnels et qui soient liquides. Vous parlez d'or, on ne veut surtout pas avoir des années de contentieux pour y parvenir. Et la grande question qu'on a quand il existe cette envie d'acquérir des données de qualité comme celles que vous décrivez, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour le faciliter. Ce qu'on ne sait pas, c'est s'il faudra qu'émergent certaines professions intermédiaires, c'est-à-dire des personnes qui se mettront entre les détenteurs de catalogues d'œuvres, les développeurs, et qui seront chargés d'ordonner d'une certaine manière, de faire un précodage, etc. Ça, on ne sait pas si nous développerons des professions intermédiaires, mais vous parlez d'or, nous ne souhaitons absolument pas, évidemment, avoir à faire face à des années de contentieux. Et ce que vous dites est une parole positive, il faut la répandre, me semble-t-il. Je vous remercie pour cette réponse. Je suis navrée, on est à court de temps. Merci infiniment pour ces échanges. J'espère que ce débat a éclairé la façon dont tout ça représente une opportunité pour les professionnels de la filière. Merci à vous. Et pour accompagner tout ça, j'appelle Fabrice Casadebay, conseiller culture au SGPI, et Jean-Gabriel Minel, chargé de mission auprès de la Direction générale de la DGMIC, pour présenter un appel à projet France 2030, transition numérique de la culture et appropriation de l'IA, qui pourra proposer des soutiens allant dans ce sens. Merci à tous.